aujourd'hui, suite du cours sur le chapitre concernant l'oxydoréduction, et nous allons donc nous intéresser à un problème très important, la manière de définir le sens d'une réaction redox. Alors, en gros, on sait que les réactions redox sont sièges d'échange d'électrons. Et on sait que l'échange d'électrons au sein d'une pile va se faire dans un sens défini par la différence de potentiel entre les couples redox, autrement dit entre deux demi-piles données ici. Alors, on imagine donc maintenant une réaction qui a lieu entre un oxydant 1, un réducteur 2, ou alors un oxydant 2 et un réducteur 1. Et on va avoir soit une réaction dans le sens direct, sens 1, soit une réaction dans le sens inverse, sens 2. Et la question qui va se poser, c'est de savoir si le sens 1 est privilégié ou si le sens 2 est privilégié. Alors, on peut envisager, à ce moment-là, même si les espèces sont présentes dans le même bécher, de travailler sur une pile. Une pile qui serait constituée à gauche de l'oxydant 1 accompagné du réducteur 1, première demi-pile, à droite de l'oxydant 2 accompagné du réducteur 2, deuxième demi-pile. Ainsi, on aurait sur l'électrode de gauche le potentiel E1 défini par la formule de Nernst, sur l'électrode de droite E2 également défini par la formule de Nernst. Et on sait que la FEM de la pile, E, vaudrait E2, potentiel à droite, moins E1, potentiel à gauche. Donc ici, si on fait apparaître la flèche symbolisant la tension, on va la faire apparaître ici, la flèche symbolisant E. Et l'intensité, on va rappeler que par définition pour une pile, ou pour une cellule électrochimique, eh bien, on va avoir l'intensité qui part de la droite et qui va vers la gauche. Alors, là, deux possibilités. Si la différence de potentiel est supérieure à 0, ça va signifier que E2 est supérieur à E1. À ce moment-là, le récepteur qui serait ici verrait des électrons le traverser en remontant le courant dans la mesure où I serait supérieur à 0. Alors qu'est-ce que ça signifierait le fait que les électrons remontent le courant? Eh bien ça signifierait qu'ici, on aurait des électrons qui seraient absorbés par cette électrode. Donc on aurait oxydant 2 plus N2 électrons qui donnerait le réducteur 2. Donc qu'est-ce qu'on observerait à ce niveau-là? On observerait une réduction. De l'autre côté, on aurait création d'électrons. Donc on aurait finalement le réducteur 1 qui donnerait l'oxydant 1 plus N1 électrons. Donc on observerait une oxydation. Donc à ce moment-là, on aurait réduction à la cathode, on aurait la cathode placée ici, oxydation à l'anode, donc l'anode placée ici. Alors, ça ce serait dans le cas où E est supérieur à 0. À ce moment-là, oxydant 2 réagirait avec le réducteur 1, donc pour former l'oxydant 1 et le réducteur 2. Donc ici, d'après le sens de la réaction écrite, on aurait une réaction dans le sens 2. Si maintenant, on envisageait que la différence de potentiel aux bornes de la pile était inférieure à 0, autrement dit que E2 était inférieur à E1, à ce moment-là, on aurait une intensité également inférieure à 0. Donc les électrons changeraient de sens de déplacement. À ce moment-là, eh bien, toutes les réactions envisagées précédemment changeraient de sens. C'est-à-dire que au niveau de la demi-pile de droite, le réducteur 2
serait détruit pour donner naissance aux électrons. Et à gauche, l'oxydant 1 serait détruit pour donner naissance au réducteur et pour absorber les électrons qui arrivent. Donc là, on aurait ici une oxydation, ici une réduction. Donc finalement, les statuts de la cathode et de l'anode seraient inversés. Et on aurait une réaction à ce moment-là qui aurait lieu dans le sens 1. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que en fonction du signe de la différence de potentiel, le sens de la réaction, le sens privilégié n'est pas le même, et donc la circulation des électrons dans le circuit extérieur n'est pas la même non plus. Donc ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que des propriétés électriques vont décider du sens d'une réaction chimique. Alors, si on va un petit peu plus loin, on précise un petit peu la réflexion, on peut envisager maintenant que toutes les espèces soient ensemble dans le même bécher. À ce moment-là, on pourrait se dire que tant que le système n'est pas à l'équilibre, chaque couple, d'un côté OX1, RED1, de l'autre OX2, RED2, essaye d'imposer son potentiel à la solution, jusqu'au moment où les échanges d'électrons s'arrêtent. Et on voit que les échanges d'électrons vont s'arrêter lorsque la différence de potentiel entre les deux couples sera nulle, c'est-à-dire lorsque E2 vaut E1. Au moment où la différence de potentiel est nulle, il n'y a plus de raison que les électrons circulent dans le circuit extérieur, et donc à ce moment-là, on va avoir unicité des potentiels à l'équilibre. Donc la configuration qui nous donne une intensité nulle, c'est une configuration avec égalité des potentiels qui correspond à un équilibre chimique. Alors on verra, enfin vous verrez l'année prochaine que parfois on peut observer des intensités nulles, bien que la différence de potentiel soit non nulle, sous certaines conditions. Donc ici, équilibre chimique. Alors, ce qu'on va constater ici, c'est que la réaction va toujours avoir lieu entre l'oxydant de plus grand potentiel redox et le réducteur de plus petit potentiel redox. Et donc, on va pouvoir, comme ça, essayer d'identifier quelles sont les réactions privilégiées. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se servir des potentiels standards. Donc ça, c'est des grandeurs tabulées, on le rappelle, des grandeurs propres à chaque couple. Et on va voir comment la connaissance de ces potentiels standards nous permet d'orienter les réactions chimiques et de calculer leur constante d'équilibre. On va voir que les considérations électriques faites ici vont nous permettre d'aller plus loin en donnant les valeurs des constantes d'équilibre. Un petit peu comme on utilise par exemple les pKa pour calculer des constantes d'équilibre de réactions acido-basiques, si vous vous rappelez de ce que vous avez fait en terminale. Donc on attaque la partie suivante, sur le potentiel standard E0. Et ici, on sait que donc, la constante d'équilibre d'une réaction redox, N2OX1 plus N1 RED2, qui va donner N1OX2 plus N2 RED1, elle va être donnée par K, la constante d'équilibre, qui vaudra exponentielle de N fois la constante de Faraday sur RT, fois E01 moins E02. Donc là, on voit instantanément ici que la différence de potentiel a une importance primordiale dans l'orientation des réactions chimiques. Hop. Alors, on va se proposer de démontrer cette relation. Donc évidemment, le exponentiel NF sur RT, on rappelle qu'à 25 degrés Celsius, on va le remplacer par K qui vaudra 10 puissance N sur 0,06 E01 moins E02.
Alors là, on fait attention à une chose. Avant de faire la démonstration, on va attaquer ça. On fait attention au fait que E01 est le E0 de l'oxydant qui est à gauche, d'accord? Et donc E02 associé au réducteur qui est à gauche. Donc on fait la différence du potentiel standard de l'oxydant moins celui du réducteur situé en tant que réactif pour la réaction qui nous intéresse. Alors maintenant on va démontrer ce résultat qui aura une importance énorme. En effet, le calcul de la constante d'équilibre va nous donner directement le sens d'une réaction. On sait qu'une constante d'équilibre très grande devant 1 nous donne une réaction très favorisée dans le sens 1. Une constante d'équilibre très petite devant 1 nous donne une réaction a priori favorisée dans le sens 2. Alors, la démonstration va adopter la structure suivante. On va, pour les deux couples, écrire les demi-équations redox plus la formule de Nernst. Donc ici, simplement, OX1 plus N1 électrons donne réducteur 1. Oxydant 2 plus N2 électrons donne réducteur 2. On écrit la formule de Nernst qui va avec. Donc ici la formule de Nernst qui va nous dire que E1 vaut E01 plus RT sur NF sur N1F, donc ln AOX1 sur A RED 1. On écrit de même pour le couple 2, E2, qui vaudra E02, plus RT sur N2F, ln de AOX2 sur A RED 2. Alors, une fois qu'on a écrit les deux formules de Nernst et les deux demi-équations redox, eh bien on écrit la constante d'équilibre de la réaction. Alors la constante d'équilibre ici, ça va nous donner le fait que K vaut l'activité de l'oxydant 2 puissance N1 fois activité du réducteur 1 puissance N2, donc les activités des produits à la puissance de leur coefficient stoichiométrique, sur l'activité de l'oxydant 1 puissance N2 fois l'activité du réducteur 2 puissance N1. Alors maintenant, on va devoir s'arranger pour que les formules de Nernst nous donnent un lien entre la constante d'équilibre et les potentiels standards. Alors ici, vous voyez assez bien l'idée. Si on parle d'équilibre du système, on va se servir de l'unicité des potentiels à l'équilibre. Alors, on rappelle ce qu'on a vu avant. Si les espèces étaient placées au sein d'une pile, eh bien, la différence de potentiel entre les deux bornes de la pile serait nulle à l'équilibre. Donc ici, lorsque E1, le potentiel du couple 1, vaut le potentiel du couple 2. Un potentiel d'électrode ici. Alors, ce constat est valable si on raisonne sur une pile, il est également valable si on raisonne sur une solution aqueuse où tous les constituants sont mélangés. Donc en fait, l'idée de l'oxydoréduction, c'est que même si toutes les espèces sont dans le même bécher, on va à chaque fois imaginer ce qui se passerait si les espèces étaient séparées et placées chacune dans une demi-pile, associée à une autre demi-pile avec l'autre réactif. L'idée, c'est qu'on peut généraliser ce résultat à un très grand nombre de réactifs, un très grand nombre de couples redox,
à la fin, si la solution est à l'équilibre, tous les potentiels sont égaux entre eux. Il n'y a plus de mouvement d'électrons dans la solution. Plus exactement, on va avoir, que c'est un équilibre qui est dynamique, toujours autant d'électrons qui vont servir à détruire l'oxydant 1 que d'électrons qui vont servir à le reformer. Donc ici, l'unicité des potentiels nous dit E1 vaut E2, et à partir de là, eh bien, on va avoir E01 plus RT sur N1F qui vaudra fois ln, pardon, fois ln de AOX1 sur ARED1 qui vaudra E02 plus RT sur N2F ln de AOX2 sur ARED2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a vu ici que dans la constante d'équilibre, on avait N, le nombre d'électrons échangés, qui valait N1 fois N2. D'accord? C'est le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction d'oxydoréduction. Ici, eh bien, on va dire que pour pouvoir regrouper les logs, on va multiplier des deux côtés par N1, N2. Le terme, donc, en log. Alors, si on multiplie des deux côtés par N1, N2, et qu'on regroupe du même côté de l'égalité, E01 et E02, eh bien, on va avoir N1, N2, E01 moins E02, qui va être égal à RT sur F fois N1 ln de AOX2 sur ARED2 flûte. Moins N2 ln de AOX1 sur A RED1. Donc, à partir de là, on identifie, en rentrant N1 dans chacun des ln, en utilisant les propriétés du ln qui nous disent que moins ln nous donne l'inverse de l'argument, et que la somme des ln nous fait ln du produit des arguments, eh bien on obtient ici RT sur F ln de la constante d'équilibre de la réaction. Donc N1, N2, E01 moins E02 nous donne RT sur F ln de K. RT sur F ln de K, sachant que K vaut ceci. Donc on l'identifie ici en regroupant les logs. Donc finalement, j'obtiens bien la formule attendue, K qui vaudra exponentielle de N1, N2, F sur RT fois la différence des potentiels, E01 moins E02. Donc cette démonstration, il faut savoir la refaire, et il faut aussi être capable d'utiliser directement le résultat. Donc ce résultat-là. Donc là, un exemple où je vous conseille à la fois d'appliquer la formule, mais également de réappliquer la structure du raisonnement sur les couples oxydant-réducteurs présents. Donc la réaction entre les ions permanganate et ions fer2 à 25 degrés Celsius vous donne une constante d'équilibre. Donc là, je vous laisse faire cet exemple. Ce sera la même chose, 3,83 fois 10 puissance
61. Donc là, vous voyez une constante très très élevée devant 1. Donc, qui dit constante très très élevée devant 1, dit réaction très favorisée dans le sens 1. Alors, au passage, on voit une chose ici. On voit que plus, si on revient un petit peu sur l'expression en elle-même, on voit que plus le potentiel standard de l'oxydant est élevé et plus le potentiel standard du réducteur est faible, plus la constante d'équilibre sera grande. Donc là, on peut le noter en remarque. Plus E01 fort est fort, plus E02 est faible. Plus K est élevé. Donc là, on sait maintenant que E0 augmente avec la force de l'oxydant et que E0 pour un couple donné diminue avec la force du réducteur. Donc ça, c'est une remarque très très importante qui va nous permettre d'orienter les réactions redox. Alors, ici on va se donner une règle justement graphique qui va nous permettre de déterminer le sens favorisé pour une réaction donnée, qu'on va appeler règle du gamma. Alors la règle du gamma, en quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste à dire, à partir d'un constat très simple, le fait que si E01 est supérieur à E02, alors on a K qui est supérieur à 1, avec K d'autant plus grand que la différence ici est importante. Donc on va classer les couples sur une échelle de potentiel standard redox E0 avec, alors le critère ça va être de choisir les oxydants de plus en plus forts à mesure que l'on monte l'échelle, et les réducteurs de plus en plus forts à mesure que l'on descend de l'échelle. Alors, ensuite, on va placer deux couples. On va placer un couple au potentiel standard E01, constitué de l'oxydant 1 et du réducteur 1. E02, constitué du réducteur 2 et de l'oxydant 2. Eh bien, ce qu'on va voir ici, c'est que si on met en présence dans une solution l'oxydant 1 et le réducteur 2, sur l'échelle des logs, on va pouvoir tracer un gamma dans le sens direct. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une réaction favorisée. Et on sait qu'elle sera favorisée, car on sait que K sera supérieur à 1. Si par contre, on avait mis, donc ici on pourrait dire gamma dans le sens direct. Si par contre on avait mis en présence le réducteur 1 et l'oxydant 2, on aurait pu faire un gamma, mais dans le sens indirect. Donc là, on aura une réaction peu avancée. Donc le sens de la règle du gamma, c'est simplement de prévoir en traçant, en plaçant les couples sur une échelle de potentiel standard, le sens des réactions. Alors on va traiter plusieurs exemples directement pour que vous voyez bien l'idée. Alors un premier exemple, qui est
parmi d'autres, on va parler des deux couples du cuivre. Alors, le cuivre, l'élément cuivre, possède plusieurs ions. Les ions Cu+, Cu2+, et le cuivre solide Cu. Alors ici, on place E0 en volts. Le potentiel du couple Cu+Cu est à 0,52 volts. Le potentiel du couple Cu2+Cu, le potentiel standard, Cu2+Cu+, est à 0,17 volts. Donc ici, on voit une chose. On voit que si Cu+ est au contact avec lui-même, eh bien on va former de manière favorisée Cu2+ et Cu solide. Cette réaction, on sait qu'elle a un nom. Ça va s'appeler une dismutation. Donc vous voyez, instantanément, en plaçant les espèces sur une échelle de potentiel standard redox, on arrive à orienter le sens de la réaction chimique. Alors, on va le faire avec deux autres cas, pour bien fixer les idées. Avec les couples MnO4- Mn2+, donc, qui ont ici un potentiel standard de 1,51 volts, et Fe3+, Fe2+, au potentiel standard de 0,771 volts. Alors ici, on va constater directement que si MnO4- est au contact de Fe2+, je vais avoir une réaction très favorisée. Ici, on peut même faire le calcul de la constante d'équilibre. K, alors, je vous laisse le faire, hein. K vaudra 3,83, 10,61. Bon, vous l'avez déjà fait en réalité, c'était l'exemple précédent. Donc là, on voit une réaction très favorisée, dans le sens de la formation de Fe3+, et Mn2+, à partir de MnO4- et Fe2+. A l'inverse, si on mettait Mn2+ au contact de Fe3+, eh bien on constaterait une réaction très peu favorisée, et donc très peu avancée. E0 en volts ici. On va regarder la réaction entre Ag et Cu. Alors, le potentiel standard du couple Ag plus Ag est à 0,800 volts. Le potentiel standard du couple Cu2 plus Cu est à 0,342 volts. Donc ici, on voit que la réaction qui serait favorisée, ce serait la réaction entre Ag+, et Cu solide, qui formerait Cu2+, et Ag solide. Donc, ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, bon, déjà, on pourrait calculer la constante d'équilibre. K, qui vaudrait 18,5 fois 10 puissance 15. Là aussi, constante d'équilibre très grande devant 1. Alors là, il faut quand même faire attention au niveau de l'avancement, dans la mesure où on a des solides pris en compte et que l'activité des solides vaut 1. Mais en tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que si on met au contact des ions Ag+ avec du cuivre dans une solution, eh bien, l'argent va précipiter, tandis que le cuivre va passer sous forme d'ion en solution. Donc ici, on pourrait, de cette manière-là, se dire que si on a envie de récupérer de l'argent présent en solution, eh bien on verse
des copeaux de cuivre solide dans la solution, et on va, de cette manière, passer progressivement du cuivre à l'argent. Donc vous voyez, ça ce serait un moyen de sauvegarder un métal donné. On met un autre métal au contact du premier, qui sera sacrifié prioritairement par rapport au métal que l'on voudrait sauvegarder. Alors, ici, une petite remarque, une remarque importante. Il faut retenir que, en première approche, si E01 moins E02 est supérieur à quelques dixièmes de volt, en fait supérieur finalement à 0,24 sur N, ça veut dire que K va être supérieur à 10 puissance 4. Alors K supérieur à 10 puissance 4, ça veut dire que si toutes les espèces sont en solution, on va pouvoir supposer la réaction comme étant totale. Alors, d'où vient cette hypothèse? Alors, on va imaginer que K s'écrit sous la forme suivante. Alors, on avait envisagé une réaction avec l'oxydant 1 qui réagissait avec le réducteur 2, pour donner le réducteur 1 et l'oxydant 2. Alors ici, on va supposer que N1 égale N2 égale 1 pour simplifier un peu le raisonnement. Alors, qu'est-ce que ça va signifier ici si on dit qu'on a K supérieur à 10 puissance 4? Eh bien, ça va signifier, par exemple, que AOX1 ou plutôt ARED1 sur AOX1 serait supérieur à 10 puissance 2, et dans le même temps, AOX2 sur ARED2 serait également supérieur à 10 puissance 2. Donc ici, ça signifierait qu'à l'arrivée, bon, vous voyez, c'est un exemple très très basique, où on suppose ici qu'on aurait à peu près les mêmes quantités de départ d'oxydant 1 et de réducteur 2. Donc si on veut la constante supérieure à 10 puissance 4, bah, un bon moyen c'est de dire que ce rapport-là est supérieur à 10 puissance 2, ce rapport-là aussi. Ce ne sera pas le cas à chaque fois, mais c'est pour illustrer ce que ça signifie. Donc ça signifie qu'à la fin, on aurait 100 fois plus de réducteur 1 que d'oxydant 1, et 100 fois plus d'oxydant 2 que de réducteur 2. Donc si on a 100 fois plus de produits que de réactifs à la fin, en supposant qu'on a des proportions stoichiométriques au départ, avec N1 égale N2 égale 1, eh bien, ça n'est pas complètement délirant de supposer que la réaction est totale. Alors pour cela, il faut évidemment que toutes les espèces soient en solution, pour que ça ait un sens. Si vous avez un solide, il faut faire attention au fait que l'activité d'un solide vaut 1, et donc le constat qu'on a fait ici peut être complètement faussé par la présence d'un solide. Dans la mesure où qu'il y ait une quantité énorme de solide ou un seul grain, l'activité du solide sera toujours égale à 1. Donc ça c'est un critère en première approche, voilà, dites-vous, si E01 moins E02 supérieur à quelques dixièmes de volt, K est supérieur à 10 puissance 4. Ce qui veut dire dans pas mal de cas que la réaction peut être supposée très avancée, voire totale. Mais rien ne remplacera jamais un calcul d'avancement final comparé à l'avancement maximal, obtenu avec un tableau d'avancement en supposant la réaction totale. Alors, pour la pile Daniel, vous voyez, ça c'est un peu le serpent de mer de la leçon, c'est une pile historique. On va eh bien, travailler sur cette pile et traiter l'exemple. Donc, en cherchant ici, grâce à la règle du gamma, à établir son comportement. Alors, la pile Daniel, on sait que c'est une pile obtenue à partir
du couple Cu2+, Cu solide. Donc dans un compartiment, on a du cuivre solide au contact de Cu2+. Et dans une autre demi-pile, on va avoir Zn2+, au contact de Zn. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? 0,34, 0,82, moins 0,82, la différence de potentiel standard est de l'ordre du volt, donc assez supérieur à quelques dixièmes de volt. Et on voit que la règle du gamma nous donne une réaction dans le sens direct, avec Cu2+, plus Zn solide, qui donne Cu solide, plus Zn2+. Donc ici, on sait instantanément que le cuivre va précipiter, donc le cuivre va être réduit, tandis que le zinc va être dissous, va passer en solution, et va être oxydé. Si on calcule la constante d'équilibre, K, alors on va la calculer à 25 degrés Celsius. Donc la fonction réciproque de log, c'est 10 puissance. Le nombre d'électrons échangés est de 2. La différence de potentiel, 0,34 moins 0,82, sur 0,06, ou 0,059 si on voit un petit peu plus de chiffres significatifs. Et donc ici, on va obtenir une constante d'équilibre qui vaudra 4,64 fois 10 puissance 38. Donc très grande devant 1. Donc ici, cette pile, on sait qu'elle va fonctionner jusqu'au moment où on aura soit quasiment épuisé le réservoir de Cu2+, soit épuisé le stock de zinc solide. Et donc si le zinc constitue un moyen de délimiter la place disponible pour les solutions, eh bien ça veut dire que la pile va commencer à, entre guillemets, couler quand tout le zinc ou presque aura été rongé. Alors, ici, on a vu comment orienter des réactions électrochimiques, donc des réactions d'oxydoréduction, en imaginant ce qui se passerait éventuellement dans des piles. Et on a vu comment calculer des constantes d'équilibre. Et on voit qu'une donnée cruciale pour le faire, c'est le potentiel standard des couples. Si parfois en exercice il nous manque un potentiel standard, on va voir qu'il est possible de le retrouver. Alors la partie suivante donc, ne va pas s'intéresser à l'orientation du sens des réactions. Là le problème est déjà entre guillemets résolu. Il va s'intéresser aux moyens d'acquérir des données manquantes qui permettront éventuellement d'orienter une réaction. Et donc on va essayer de voir comment se débrouiller lorsqu'un potentiel standard est manquant dans un exercice. Donc ici la configuration qu'on va imaginer, c'est qu'on dispose d'un potentiel standard E01 associé à un couple associé à un élément donné, on dispose d'un autre potentiel standard associé à un autre couple, et il nous faut le potentiel standard associé à un troisième couple. Donc par exemple, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Si on a A plus N1 électrons qui donne B, associé à E01, B plus N2 électrons qui donne C, associé à E02, sachant que A, B et C sont des espèces d'un même élément. Et bien à ce moment-là, pour aller de A à C, on va écrire que A plus N1 plus N2 électrons donne C, avec ici E03, qui est le potentiel inconnu. On va se donner une méthode qui va nous permettre de déterminer ce potentiel inconnu. Donc là, la formule annoncée, c'est la formule barycentrique. Donc vous voyez, l'idée, c'est que E03, ça va être une moyenne pondérée des potentiels standards, et la pondération va se faire par le nombre d'électrons échangés. Et maintenant, on va se proposer de démontrer cette formule.
Alors, la démonstration de cette formule, elle va se faire très simplement en utilisant la formule de Nernst. Alors, la formule de Nernst, elle va nous dire, pour chacun des couples, que E1, pour le couple 1AB, vaut E01 plus, alors ici on va travailler à 25 degrés Celsius dans la mesure où la structure de la démonstration ne change pas, E01 plus 0,06 sur N1, log de activité de A sur activité de B. E2 vaudra E02 plus 0,06 sur N2 log de activité de B sur activité de C. Et E3 vaudra E03, le potentiel inconnu que l'on cherche, plus 0,06 sur N1 plus N2, log de activité de A sur activité de C. Alors, une fois les formules de Nernst posées, on sait qu'à l'équilibre, il y a unicité du potentiel chimique. Donc, si toutes les espèces A, B et C existent, ça signifie que E1, le potentiel redox associé au couple AB, vaudra E2, le potentiel associé au couple BC, qui vaudra E3 aussi. Donc là, ce point est extrêmement important, et ça va être le point de départ de quasiment toutes les démonstrations. Unicité des potentiels à l'équilibre. Alors, ici, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier qu'on va pouvoir recombiner les formules qui sont là pour tenter de trouver une relation qui permettrait d'isoler E03. Alors là, l'objectif, le but du jeu, ça va être de simplifier ce qui se trouve dans les logs. Le problème, c'est qu'on a ici un facteur N1, ici un facteur N2, ici un facteur N1 plus N2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On sait que E1 vaut E2 vaut E3. Donc on peut dire que N1 E1 plus N2 E2 vaut N1 plus N2 E3. Si on écrit ceci, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire? On est en train d'écrire N1 E01 plus 0,06 log activité de A sur activité de B plus N2 E02 plus 0,06, vous voyez le N2 c'est simplifié, log de activité de B sur activité de C vaut N1 plus N2 E03, l'inconnu, plus 0,06 log de activité de A sur activité de C. Qu'est-ce que je constate? 0,06 log de activité de A sur activité de B plus 0,06 log activité de B sur activité de C se simplifie avec 0,06 log activité de A sur activité de C. Donc là, je peux directement simplifier tous les termes liés au logarithme les uns avec les autres, et ainsi obtenir la formule barycentrique donc, qui me dit que N1 plus N2, ou N1 E01, ici pour garder le même sens d'écriture, plus N2 E02,
vaut N1 plus N2, E03. Alors, ça, c'est un résultat qui n'est pas explicitement au programme. Autrement dit, si vous devez redémontrer ce résultat, il faudra voir ça comme un exercice. Donc l'exercice, vous voyez la structure du raisonnement. On pose la formule de Nernst, on a unicité des potentiels à l'équilibre, et ensuite on cherche à se débarrasser des termes en log. Et comme il y a unicité des potentiels, eh bien la technique ici, c'est d'écrire que finalement N1E3 plus N2E3 vaut N1 plus N2 E3. On remplace E3 ici par E1, ici par E2. Ce qui permet de simplifier tous les logarithmes qui sont ici et d'obtenir une relation uniquement en fonction des E0. Donc je vous invite pour l'exemple à reprendre la structure du raisonnement et à déterminer le potentiel standard du couple AU3 plus AU. Donc logiquement, vous allez trouver E0 AU3 plus AU qui vaut 1,50 volts. Alors, ceci clôt donc, cette partie du cours d'oxydoréduction. Et là, on est vraiment rentré dans le cœur du sujet, dans la mesure où on a vu que la connaissance des potentiels standards permettait d'orienter les réactions, de calculer des constantes d'équilibre, et on sait que si on a pu calculer une constante d'équilibre, on peut déterminer l'état final du système, notamment l'avancement final. Donc dans les exercices, il va de soi que vous aurez sûrement des parties qui vont faire appel à ce chapitre pour calculer des constantes d'équilibre, puis des parties qui vont faire appel au chapitre sur les équilibres chimiques pour vous permettre de calculer un avancement final associé à une réaction donnée, et éventuellement commenter son caractère très avancé, limité, et ainsi de suite. Donc retenez les choses importantes ici. D'un côté, les formules de Nernst, qui permettent de définir le potentiel associé à un couple redox. De l'autre, le fait qu'à l'équilibre, il y a unicité des potentiels, c'est-à-dire que tous les potentiels sont égaux, autrement dit qu'il n'y a plus de circulation globale d'électrons d'une espèce à l'autre. Donc, autrement dit que les courants seraient nuls si on constituait une pile avec les espèces. Et retenez aussi une chose importante, c'est qu'on n'a pas besoin de pile pour utiliser la formule de Nernst. Si on mélange toutes les espèces dans un seul bécher, dans un seul système, eh bien les espèces vont, couple à couple, se comporter comme si on avait plein de demi-piles branchées les unes sur les autres. Et l'équilibre du système est forcément associé à un compromis trouvé par toutes les espèces. Autrement dit, l'équilibre du système est donné par un seul potentiel électrique pour une solution. Il va nous rester une dernière partie à traiter dans ce chapitre qui va concerner les domaines de prédominance et d'existence, là encore en lien avec la formule de Nernst. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vais vous dire la suite au prochain épisode.